Comme j'ai été meilleur apprenti de France en 79, je suis rentré pour mon service militaire au Palais du Lycée. Et donc, j'ai servi de président Giscard d'Estaing et François Mitterrand. On a pris le risque de fermer un jeudi soir le restaurant Tête d'Oie du Quai de Saône pour ouvrir le lendemain midi ici. Donc, ça a été une nuit de folie. Toute l'équipe, la brigade. Et là, en général, les gens, ils font « What, t'as pas fait waouh ?» Bienvenue sur le podcast de Number, où nous parcourons la France à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant et aux activités variées. À chaque étape, notre invité nous embarque dans son univers en choisissant un lieu marquant de sa ville, symbole de son aventure entrepreneuriale. Installez-vous, le voyage commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Number. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon et je suis ravi d'interviewer le chef étoilé Christian Tête d'Oie. Bonjour Benjamin. Bonjour Christian, merci à toi de ta présence. Donc, avec plaisir. Christian a été meilleur ouvrier de France en 1996, oui. Décoré de la Légion d'honneur en mars 2011 et une étoile au guide Michelin depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Eh oui. Est-ce qu'on peut peut-être, avant de parler du chef étoilé, est-ce qu'on peut commencer par parler un petit peu de Christian, de ton adolescence ? Oui, alors on aurait pu aussi citer meilleur apprenti de France, puisque c'est un titre que j'ai emporté en 1979 et auquel je tiens beaucoup parce que c'est un système pyramidal. Il faut finir premier de sa région et puis après il y a des sélections et on arrive en finale à Paris. Et c'était un événement important pour moi parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain sur le journal télévisé du 20h à TF1, sur toutes les radios de France de l'époque. C'était vraiment un moment important. Et ça a un peu dessiné ma carrière après derrière puisque ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et tu avais quel âge ? Je referme la parenthèse. J'avais 17 ans et demi. Ah, on est bien dans l'adolescence alors. Une adolescence un petit peu différente. Oui, elle a duré d'ailleurs. Moi, je crois que je suis un éternel adolescent. Je reste assez jeune. Donc c'est le point de départ, c'est le point de départ. Ce prix du meilleur ouvrier de France. Et ensuite des expériences chez les plus grands, Paul Bocuse. Paul Bocuse, Roger Verger, Louis Houtier, Georges Blanc. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et puis le Palais de l'Élysée. Du coup, comme j'ai été meilleur apprenti de France en 79, je suis rentré pour mon service militaire au Palais de l'Élysée. Et donc, j'ai servi de président Giscard d'Estaing et François Mitterrand. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça parle plus nécessairement à tout le monde, le service militaire, mais à l'époque, faire son service militaire dans les cuisines de l'Élysée, ça existait. Ça existait et tu devais être dans les mieux placés. Oui, je pense qu'effectivement, j'étais pas moi le plus malheureux des bidasses. Et donc, ce parcours-là de salarié a duré quoi, une dizaine d'années à peu près ? Oui, c'était assez court, effectivement. Moi, je suis rentré en apprentissage en 1976 et je me suis installé en 86. 87. Donc, tu es passé de Christian à chef d'entreprise. En 11 ans, ça a quand même été assez rapide. Donc, ton premier restaurant que tu ouvres, tu avais 26 ans ? Oui. À Lyon ? À Lyon, sur les quais du Rhône, un petit restaurant que j'ai repris d'ailleurs une dame qui faisait une cuisine... somme toute honorable, mais ça a vraiment changé. Alors, c'était un lieu qui était assez difficile à travailler parce qu'il y avait un rez-de-chaussée qui était assez petit et la salle était à l'étage. Donc, comme on n'était pas nombreux, on était 4 à travailler. Mon épouse en salle avec une apprentie et moi tout seul en cuisine avec un stagiaire japonais. Donc, on a bossé dur. C'est costaud. Et comment ça se passe de passer, parce que tu étais concentré pendant 10 ans sur la cuisine, du jour au lendemain, tu deviens chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi ? Alors, ça a été un grand bouleversement parce que même si les chefs, j'avais quand même eu des places de chef avant, donc chez Georges Blanc, donc on est quand même responsable des achats, donc on a quand même quelques notions de gestion. Mais c'est vrai que le jour où on entreprend, il y a donc... tous les crédits à signer, toutes les démarches administratives à faire, c'est beaucoup plus complexe. Et là, je dois dire que j'ai été très très aidé par mon épouse. Oui. Qui faisait un gros boulot sur la partie financière et sur le suivi comptable et administratif. Parce que je me suis marié avec une comptable. pas folle la guêpe. Effectivement, c'est une aide non négligeable. Ça t'a aidé donc dans le processus de rachat et ça a pu permettre de continuer à être un maximum concentré sur la cuisine. Je crois qu'on peut dire que chacun a son métier et si on veut être bon dans ce qu'on fait, il faut savoir s'entourer. Donc... là c'était mon épouse, mais maintenant j'ai toute une équipe justement dans les bureaux au niveau de la comptabilité et ça me paraît important de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et de garder pour soi son domaine de compétences.
Ok. Bon, on va y venir à ton restaurant actuel où je crois que tu as une centaine de salariés maintenant, c'est ça? Oui, un petit peu plus si on compte les autres restaurants, mais ici on est 94, oui. 94, ouais. Mm. Donc entre les quatre du départ et la centaine Oui, c'est vrai que d'aujourd'hui, il y a eu d'autres restaurants dans lesquels voilà. tu as continué un petit peu à t'agrandir, Donc à te faire aujourd'hui, connaître. le groupe Tête d'Oie, c'est 9 restaurants. Et il y en avait 11 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais suite au Covid et à quelques difficultés de personnel, on a vendu 2 restaurants. D'accord. Ok, très Enfin, bien. j'ai vendu 2 restaurants. Et entre ton premier restaurant sur les quais du Rhône et Oui. aujourd'hui la Tête d'Oie, t'en as eu plusieurs. Tu t'es agrandi au fur et à mesure. Alors effectivement, j'ai eu une étape où je suis allé sur les quais de Saône pendant 20 ans, où là j'ai eu un restaurant qui était assez grand, d'ailleurs aussi grand qu'ici, à 1800 mètres carrés, où j'ai pu faire à la fois le restaurant gastronomique et aussi un bistrot qui s'appelait le Contre-Tête. Et là donc j'ai passé 20 ans dans ce merveilleux endroit, sur les quais de Saône. Et puis après, j'ai pris un peu de hauteur pour venir ici. D'accord. Et donc là, tout de suite, ça a dû totalement te changer en termes de, même si tu étais bien entouré, bien accompagné, en termes de vie de chef d'entreprise, tu es devenu un grand entrepreneur. Oui, oui. Bah, c'est pour ça que maintenant, ils sont un peu plus nombreux dans les bureaux, parce qu'effectivement, il faut gérer tout ça. Donc, recruter une DRH, un directeur d'exploitation, voilà, toutes des choses que je n'avais pas au départ. Voilà, donc on se structure. La Et gestion des achats, c'est la comme gestion ça qu'on arrive financière. à contrôler l'évolution et qu'on puisse continuer son développement. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? De satisfaire au quotidien tous les clients qui viennent déjeuner ou dîner, Oui, ou la gestion de reste, l'entreprise? ça reste la première préoccupation, de faire en sorte que tous les établissements puissent rayonner de la même façon, avec un esprit un peu tête-doigt, avec cette démarche qualité, cette obsession même, je pourrais dire, sur la qualité. Et c'est pas toujours facile à obtenir parce que les équipes sont fluctuantes et donc par moment, on n'a pas toujours les équipes au niveau. Il leur faut quelques semaines des fois pour se mettre en place. Donc il peut y avoir des fois des trous dans la raquette et c'est super contrariant quand on est chef d'entreprise de sentir qu'il y a des moments de faiblesse dans un des établissements. Et là, tu dis qu'aujourd'hui, tu as pu t'entourer de Oui. personnes qui gèrent toutes ces tâches-là. Oui. Jusqu'à quel moment, toi, tu les as gardées? Parce qu'au début, j'imagine, quand vous étiez quatre, il n'y a pas de sujet. Mais dans le restaurant suivant, est-ce que c'est toi qui a continué à avoir ces rôles-là? Alors, moi j'ai recruté assez tôt des personnes pour gérer parce que j'estime que c'est pas mon métier et que encore une fois il faut mieux s'entourer de gens compétents pour ne pas se planter parce que ça va très vite dans nos métiers, hein. On peut très vite perdre de l'argent. Donc il faut faut avoir une gestion très rigoureuse, pratiquement au mois le mois, hein. Sinon on s'en sort pas. Il y a trop de... Puis alors, là maintenant on est dans des périodes qui sont encore plus compliquées. Donc il faut être extrêmement performant sur la gestion en général. Vous voyez, par exemple, on fait beaucoup de bons cadeaux, donc il faut les placer et sortir l'argent au fur et à mesure. Voilà, on essaye d'être vraiment un bon gestionnaire, quoi. C'est très intéressant. Tu parles d'investissement et les entrepreneurs, quand ils lancent leur activité, souvent, ils veulent gérer eux-mêmes, en fait, parce qu'ils voient surtout la charge dans un temps, la charge financière à se dire, si je recrute quelqu'un, ça va peut-être être 5 000 € en plus de charges mensuelles, il faut que je m'en sorte, j'ai la gestion de ma trésorerie. C'est pas tout le monde qui arrive à voir Ouais. directement ta vision, à se dire, non, c'est un investissement et en fait, ça va payer dans les mois et les années à venir. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bon collaborateur se paye tout seul. Donc, s'il y a des professionnels de notre secteur qui m'écoutent, n'hésitez pas à embaucher les bonnes personnes aux bons endroits et éclatez-vous dans votre métier, vraiment. Oui, pour rester dans son cœur de métier oui. Et qui est indispensable pour Parce que satisfaire les métier... clients et pour assurer son chiffre d'affaires. Et oui, c'est un métier super chronophage, hein, parce que il faut être présent tôt le matin, mais aussi tard le soir pour accompagner les clients. Et donc, franchement, si on veut tout faire, on s'épuise et on ne devient pas bon après. Ouais. Donc, c'est pas un bon calcul. Très bien. Pour en revenir à ton métier de chef, tu as obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 1996 oui. Et donc la première étoile au guide Michelin dans les années 2000, donc sur ton précédent restaurant. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé. Alors d'abord, le titre de meilleur ouvrier de France, ça assoit un petit peu la réputation sur une ville comme Lyon. Donc je ne suis pas tout seul, nous sommes quelques-uns. Et c'est vrai que
Il y a une partie de la clientèle qui se rassure en venant manger chez un chef. Alors du coup, derrière, c'est exigeant parce qu'il faut rester au niveau tout le temps. Il faut savoir emmener ses équipes avec soi sur cette démarche de recherche de qualité. Voilà, donc c'est tout mon travail du quotidien pour essayer d'être toujours au top niveau. Donc, est-ce que je me rends pas compte, le jour où tu obtiens ton étoile Michelin, est-ce que le lendemain, tu as beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de réservations, Oui. de personnes qui veulent venir Quand l'étoile tombe, c'est manger. 30% de plus de la première année 30%. de chiffre d'affaires. Oui. Donc c'est quand même juste énorme. Ouais. Donc effectivement. Un tiers du chiffre d'affaires Oui. en plus. Donc je veux bien avoir la deuxième si Michelin nous écoute. Le message est passé. Et puis après, je pense qu'en allant dans le restaurant, on va pouvoir se rendre compte de ce qu'est la tête d'oie. Donc 30% de chiffre d'affaires en plus, des charges en plus aussi, j'imagine, parce que une pression supplémentaire, peut-être encore des investissements à faire. Parce qu'il faut la garder Non. aussi. C'est l'investissement, il se prévoit à long terme, donc et il faut le faire quand on peut le faire. Michelin n'a jamais exigé des chefs qui fassent des investissements. D'accord. C'est souvent les chefs qui pensent que s'ils font ça, ils vont pouvoir accéder à la marche supérieure. C'est pas toujours le cas. On connaît des établissements qui n'ont pas forcément beaucoup investi et qui ont pour autant été jusqu'à la 3e étoile. Donc non, il faut se consacrer à son travail, encore et toujours. Mais oui, les investissements, pour en revenir à ça, c'est vraiment un élément clé. Parce que d'abord, ça permet aussi d'inscrire la maison dans une certaine dynamique, aussi bien au niveau des collaborateurs qu'au niveau de la clientèle. Donc moi, j'aime bien faire des investissements réguliers, pas toujours de montants très importants, mais pour faire voir que la maison vit et qu'elle est toujours dans cette recherche d'excellence. D'accord. Et donc, malgré l'obtention de cette première étoile, tu as continué à investir et vous avez déménagé. Il y a une dizaine d'années, c'est ça? Pour créer il y a un peu plus, il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans déjà. Ouais, parce qu'on est arrivé ici sur cette belle En colline 2010, de Fourvière en 2010, effectivement. Le 26 mars 2010, ça fera bientôt 15 ans. Et oui, une belle aventure, d'autant qu'on a pris le risque de fermer un jeudi soir le restaurant Tête d'Oie du Quai de Saône pour ouvrir le lendemain midi ici. C'était prévu comme ça ou... Donc ça a été une nuit de folie avec un va-et-vient de camions. Enfin, voilà, c'était une aventure assez passionnante. Mais voilà, comme toutes les ouvertures, il y a toujours des choses qu'on oublie. C'était une création pure? Ah oui, là, le bâtiment a été construit, oui. Donc du coup, on était vraiment sur quelque chose de tout neuf. Donc là, en termes de dimension entrepreneuriale, c'est encore un niveau en plus. Ah oui, parce que là, on est passé, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais la première année, on est passé de 28 collaborateurs à 50 et quelques, quoi. Donc faut avaler le truc. Ouais, doubler les effectifs. Mais bon, c'est vrai que les prévisions étaient bonnes aussi. On avait fait un prévisionnel qui était bien pensé. Et c'est vrai qu'on a rempli du jour au lendemain, midi et soir. Ça a été un vrai événement sur la ville. Oui, puis ça faisait déjà une dizaine d'années que tu avais l'étoile. Donc oui. Tu avais fait tes preuves et confirmé, j'ai envie de dire. Ça faisait déjà de nombreuses années que je parlais de ce projet à mes clients qui ont dû se dire celui-là, il fantasme un peu, il ne va jamais le faire. Puis en fait, ça finit par arriver. L'obstination dans l'entrepreneur. J'en ai prendre pour un gros mytho, oui, parce que c'est vrai que j'ai signé ici en 2001 pour ouvrir en 2010. Donc c'est vrai que ça a été une période presque du purgatoire. Oui. Je me rends pas compte, il y avait quoi avant? Il y avait un vieux bâtiment ici qui est tombé au moment de la rénovation, donc il a fallu obtenir des autorisations pour la reconstruction, ça a été compliqué. D'accord. D'où la dizaine d'années. Oui. Et pendant et donc le restaurant précédent, tu l'as totalement fermé? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu. Il fallait bien un peu de sous pour démarrer ici. Avec une bonne gestion de la vente, puisque du jour au lendemain... C'est pas forcément la meilleure opération que j'ai faite, parce que quand on va s'installer à 800 mètres, forcément, l'acheteur fait valoir une clause de non-concurrence, et c'est pas évident. Donc pour la négocier, on baisse le prix. Oui.
Donc ça existe, la Donc, clause de non-concurrence dans la restauration. Donc c'était pas Pourtant, le client est libre d'aller... Ça peut être une opération bien juteuse, cette histoire. Ça amenait un peu de trésorerie au début, mais ça fait des casseroles, c'est ça? Ça amenait un peu de fonds propres pour le banquier, il était content. Mais... Ok. Est-ce qu'on pourrait aller le voir, le restaurant? Oui. Parce que là, on est dans le van, garé juste en contrebas, mais je pense que ça pourrait nous permettre de nous rendre compte. On avait un petit rayon de soleil, mais là, j'ai l'impression que du coup, on va quand même pouvoir, je pense, bien le découvrir avec cette vue assez incroyable sur la ville. Super, mais je te propose de me suivre. Oui, donc là, on fait le tour en fait du bâtiment. Voilà. Puisque l'entrée se passe sur la face arrière. Donc avec une entrée plutôt sympathique. Et directement, on aperçoit les grandes baies vitrées. Oui. Et la magnifique. Alors encore, l'idée des architectes des bâtiments de France qui ont validé le projet, c'était qu'on puisse voir depuis la rue là-haut, la ville à travers... D'accord. Voilà, en ce moment, on a fait un décor particulier, mais sinon, on voit vraiment il y a la transparence totale. Et donc là, nous rentrons à l'étage du restaurant gastronomique. Voilà, donc le petit salon d'accueil où les gens peuvent prendre l'apéritif ou le digestif. Et puis cette banque d'accueil. Et ensuite, il y a la salle du restaurant. De l'autre côté, on a les salons particuliers. Et on a même un fumoir pour les gens qui, en hiver, ne veulent pas sortir dehors et fumer à l'intérieur. D'accord, très bien. Et là, en termes de couverts, ça représente... Alors, nous, on a pris le pari de faire 60 couverts à chaque étage. On a eu fait des périodes beaucoup plus de couverts, mais on a voulu réduire, d'abord pour le confort des équipes aussi, mais aussi pour aller plus haut dans la qualité. Donc voilà, maintenant, on ne transige plus, c'est 60, 60, 60 Ce qui fait quand même 180 couverts par service. Oui, c'est ce que j'allais dire. 180, vu la qualité exigée et servie. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est 94. Il faut quand même bien qu'ils travaillent un peu. Et les cuisines, elles sont où? Eh bien, on y va en cuisine. Ah, super. Hop là. Donc on est en tout début de service, on va se faire discret. Oui. Oui, ça commence à arriver. Bonjour. Et voilà, le cœur de la maison avec le chef Christophe Carlier qui est au pass. Bonjour. Et donc, toute l'équipe, la brigade. Toute la brigade. Donc là, aujourd'hui, ils sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 plus les pâtissiers en bas, plus les cuisiniers du bistrot. Donc il y a plusieurs cuisines. Là, on est sur la cuisine du restaurant gastronomique. Il y a une cuisine par étage. Donc une cuisine au bistrot, une cuisine ici au gastro, et on a une autre cuisine encore sur le rooftop. Très bien. Et comment vous faites? C'est à peu près... la cuisine est différente, bien évidemment. Les produits ont quand même... Alors de toute façon, on fait que des produits bio, Oui. on travaille avec les producteurs. Donc à chaque étage, même si le style est différent, ça reste quand même des beaux produits. Alors forcément, ici on met du caviar qu'on n'en met pas en bas. Bien sûr. Le prix affiché en bas est assez incroyable. Tu parlais d'accessibilité, mais là, véritablement... Vraiment, j'ai voulu créer un lieu de vie où les gens peuvent venir à n'importe quelle occasion. Donc, parce qu'on ne peut pas toujours manger gastronomique, on ne peut pas toujours manger sur le rooftop, donc on est dans le créneau 50-60 euros. Donc le bistrot s'imposait comme un premier prix d'appel et ça fonctionne bien. Et donc là aujourd'hui on est sur un déjeuner avec combien de couverts de prévu? Alors nous avons 49 couverts au gastro et c'est complet. Et nous avons 35 couverts au bistrot, 36 exactement. D'accord. Donc tu arrives à savoir à peu près quelques jours avant le nombre de couverts que tu vas avoir et en fonction d'organiser l'équipe, les commandes des produits? Alors curieusement, ça dépend un petit peu des saisons. Alors on sait qu'à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre, on est complet midi et soir, à tous les étages. Par contre, dans les périodes, on va dire, on a un petit creux mi-octobre et on a un petit creux là toujours février-mars. Là, on est en pleine vacances scolaires, donc forcément, c'est très impactant. On a hyper bien travaillé jusqu'à la semaine dernière. Et puis, Parce que quand on parle de restauration, on pense souvent à la marge, on pense souvent à la perte.
Et dans un restaurant comme le tien, quand on jette Alors, c'est des l'avantage. aliments, ça coûte très très cher. C'est l'avantage, on minimise les pertes justement. En fait, le fait d'avoir le bistrot en bas nous permet quand même de bien gérer. Si on avait vraiment un produit qui ne s'était pas vendu au gastro, de le passer rapidement au bistrot. Donc même si on perd un peu en marge, mais au moins on ne perd pas le produit. Oui. Mieux vaut le vendre un petit peu moins cher Absolument. que le jeter. À tous les niveaux d'ailleurs, pas que comptable. Hein. La poubelle, ça coûte trop cher. Donc chez nous, il faut qu'elle reste vide. Très bien. Tu veux peut-être qu'on se déplace pour pas Oui, gêner les équipes. On va retourner. Impressionnant en tout cas de voir toute une brigade à l'œuvre. Peut-être qu'on pourrait monter à l'étage après tout. Allez, je sais pas si c'est ouvert. Tu peux regarder si c'est ouvert là-haut, s'il te plaît. De voir avec Hugo ou. Et là, sur un service comme aujourd'hui, quel pourcentage du service se joue avant l'arrivée des clients? C'est-à-dire en termes de préparation, les équipes, ils sont depuis quelle heure? Alors, les équipes sont là depuis 8h30 ce matin. C'est assez simple. Nous, on fait toutes les préparations de base. Donc, lavage des légumes, épluchage, taillage, désosage des viandes, le filetage des poissons, d'abord écaillage, vidage, etc. Et puis, on fait que des cuissons minutes. Donc, même les légumes sont cuits à la minute. Donc, c'est pour ça que le service est toujours assez intense. Oui, j'imagine. Mais ça conditionne la fraîcheur dans l'assiette. Vraiment, il n'y a rien à faire. Un produit réchauffé, un produit qui vient d'être cuit, c'est pas la même saveur. On pourra faire tous les discours qu'on veut. Oui, j'ai l'impression que alors pas seulement sur un restaurant gastronomique, mais de plus en plus dans la restauration, les entrepreneurs essaient de se tourner vers la qualité et vers le frais et le minute. Oui. Hop là. Donc là, on a un nouvel aperçu de la vue. Voilà. Et là, en général, les gens, ils font « Ouah, t'as pas fait waouh ?» J'ai eu la chance de le voir il y a quelques minutes. Ah, c'est pour ça. Tu as triché, tu avais fait un repérage. J'ai triché. Mais impressionnant. Alors, voilà. Ça fait maintenant 15 ans que je suis là et je m'en lasse pas. Cette ville est quand même plutôt très très belle, n'est-ce pas? Je suis un peu chauvin, désolé. Tu es lyonnais? Je ne suis pas lyonnais d'origine, donc j'en parle d'autant plus facilement. C'est que moi, je suis du pays nantais à l'origine. Ah, c'est ce qui me semble. Et donc, vous avez l'honneur et l'avantage d'être au seul endroit de la ville où vous pouvez voir la Saône et le Rhône grâce à la Truée de la Charité. Vous pouvez monter n'importe où ailleurs, vous ne verrez pas le Rhône, il n'y a qu'ici. Parce qu'elle est masquée par les bâtiments. Les bâtiments, absolument. Voilà. Et puis, on a quand même aussi les contreforts de la cathédrale Saint-Jean qui sont juste magnifiques. Qui est une prouesse architecturale assez intéressante. C'est incroyable. Voilà. Et tu parlais des petits salons privés adorés, voilà, des Lyonnais, c'en est un alors. C'en est un, absolument. Oui. Il doit y avoir pas mal de business qui se fait autour de ce type de table. Typiquement, la mise en place est faite pour un petit déjeuner. Donc, effectivement, c'est une entreprise qui vient pour se réunir dans un lieu un petit peu privé et pouvoir discuter sans que les oreilles indiscrètes puissent intervenir. Très bien. Je sais pas si... Ouais, parce que là, du coup, c'est ce que je pensais, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Ah bah dis donc, alléluia. Les équipes sont efficaces. Ouais. Waouh. Donc là, j'avais pas vu là. Donc ça, c'est le fameux rooftop qui est ouvert l'été. Donc vous voyez, ça va ouvrir dans 1 mois et demi. Hein. Donc on a des cuisines qui sont faites exprès pour fonctionner l'été. Et la pâtisserie ici. Un bar qui est plutôt sympathique aussi. Et puis, donc ici, 60 couverts qui mangent vraiment directement avec la vue sur la ville. Et les gens font la queue le soir à partir de 18h30 pour avoir les premières tables avec la vue. Donc ici, ça ne se réserve pas, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. On a longtemps voulu gérer les réservations et ça n'a pas pu fonctionner parce que les gens, même s'ils arrivaient tard, voulaient avoir les tables avec vue. Donc du coup, maintenant, c'est les premiers qui arrivent qui prennent les places. Et lorsque tu as ouvert, il y a 15 ans, tu avais directement les 3 niveaux, tu proposais les 3 formats.
Donc ça a été, on a ouvert donc au mois de mars le gastro, on a ouvert le bistrot en juin et la terrasse mi-juillet à peu près. Donc Incroyable. Ça a été. Oh, donc tu disais que ça a été long parce que ça a mis 10 ans. C'est pour ça les qu'on est travaux, arrivé. etc. En revanche, t'as pas On perdu est de arrivé temps à après. 24 ou 28 ici, et donc quelques mois après, on était à plus de 50, parce que du coup, on a recruté au fur et à mesure. Ça a été Cette période devait la être digestion. incroyable. Ah oui, oui. Avec une certaine pression. Là, pour le j'imagine, de coup, les retrouver nuits étaient très repas. courtes. Ouais, j'imagine. Bon, déjà, la vie d'un chef, je pense qu'elle est, elle est très prenante. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu n'avais pas forcément eu une adolescence comme les autres. C'est beaucoup d'heures de travail. Et ensuite, cette vie de chef d'entreprise, où lorsque tu crées un établissement comme celui-ci, avec énormément de recrutement, il doit y avoir un stress énorme sur la continuité de la cuisine le jour où tu as ouvert, et sur tout ce qui va à côté que tu maîtrises peut-être un petit peu moins. Il faut, moi qui suis par nature un grand timide, il faut justement lutter contre le stress négatif et essayer de tout positiver, parce que sinon on n'avance pas beaucoup dans la vie. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus. Ça a été un travail personnel assez important. J'ai pris une coach quand même au niveau du management, qui m'a quand même beaucoup aidé, y compris pour prendre la parole en public, parce que du coup j'ai été amené au fur et à mesure de prendre des responsabilités comme président des Maîtres Cuisiniers de France notamment, et quand on prend la parole devant quelques centaines de personnes, c'est pas toujours facile. Et puis ça m'a beaucoup aidé parce que aujourd'hui, donc je suis devenu un petit peu expert dans des domaines qui sont un petit peu particuliers, puisque je m'occupe d'alimentation en cancérologie, que ce soit pour les cancers pédiatriques des enfants ou les cancers du sein. J'ai vu que tu avais les cancers du sein, 300 et quelques 387 recettes 380 recettes pour l'hôpital Léon Et Bérard. là on est en plein dans le renouvellement d'ailleurs, parce que du coup ça fait 4 ans maintenant, et donc il faut qu'on reparte en création. Donc, oui, c'était un petit peu pendant le Covid, c'est ça? C'était un petit peu avant, en 2019. Mais du coup on a appris beaucoup de choses. Donc on va pouvoir faire des recettes encore meilleures et plus précises, qui vont répondre aux attentes des patients. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé aussi à faire de l'alimentation pour personnes âgées, et c'est aussi extrêmement intéressant. Donc je suis depuis 3 ans maintenant président de la commission de lutte contre la dénutrition pour les personnes âgées, et je trouve ce sujet extrêmement important, parce que d'abord on ira tous un jour, je l'espère, à l'EHPAD, ou alors ça veut dire qu'on sera parti un peu avant. Mais pour ceux qui auront la chance d'aller le plus loin dans la vie, ils doivent aussi avoir le droit de bien manger. Et là, l'exercice comptable, du coup, il devient compliqué, parce qu'il y a des EHPAD où on a 3,40 € par jour et par personne. Donc là, il faut trouver des bonnes idées et trouver des produits. Et ils ont des problématiques de rentabilité eux aussi. Ouais. Et pour autant, ils ne donnent pas grand-chose au niveau du repas. Mais voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui me passionnent. Et tu parlais des personnes âgées, et beaucoup aussi de temps à consacrer à la jeunesse. Je crois que tu as ouvert un établissement où une école où tu mets en exergue les futurs talents, c'est ça? Alors ça, il ne faudra pas le dire, vous ne le garderez pas, mais j'ai été viré à l'école à 13 ans et demi, au grand désespoir de mon père. Et j'ai été super fier le jour où je lui ai apporté les plans de l'école que j'allais créer. Mais la roue tourne. Oui. Voilà, comme quoi il y a des gens qui sont faits pour le système scolaire, d'autres un peu moins. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas réussir. C'est un très bel exemple. Et là, du coup, sur cette école-là, c'est une nouvelle aventure entrepreneuriale. C'est aussi le plaisir de transmettre. Alors, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue là non plus, parce que du coup, je suis tombé juste dans la période où l'État français, dans sa grande sagesse, a baissé la dotation des coûts-contrats. Donc, du coup, l'exercice financier est quand même très, très complexe. Donc, d'où l'ouverture de 2 restaurants pour faire du chiffre un petit peu. D'accord. Voilà. Donc, aventure passionnante, puisque j'ai voulu créer une école gratuite pour les jeunes, mais d'un niveau d'une école supérieure de cuisine. Donc, voilà. D'où le déséquilibre comptable dont tu parles. Oui, c'était pas la meilleure idée. C'est pas avec ça que je vais devenir riche, en tout cas.
Bon, il y a celui-ci maintenant depuis 15 ans où je pense que tu as trouvé une certaine stabilité, à la fois dans le fonctionnement et aussi financière. Oui, oui, oui. Je suis pas je suis pas partie des plus malheureux. Les 2 restaurants dont tu parlais, que tu as ouverts entre-temps, est-ce que c'est la Maison Léa? C'est ça? Alors, si on fait un petit tour d'horizon, effectivement, il y a Maison Léa qui est là-bas, qui comprend Maison Léa et à Côtoir le comptoir de Léa. On a eu la chance d'aller au comptoir de Léa hier soir. D'accord. On a été très bien accueillis. Ah bah, On ne génial. s'est pas présenté. Bon, On n'a pas parlé de toi. Hein, c'était génial. Voilà, c'est encore plus. une véritable expérience. Oui. Après, donc, rue de la Charité, il y a le Flair Gourmandise et Connivence. D'accord. En face, du côté de la préfecture, on a l'Arsenic Pépinière de Chef. Donc là, c'est une boîte que j'ai créée pour qu'elle serve de tremplin aux jeunes chefs. D'accord. Un petit peu dans la poursuite de l'école ou... Je l'avais fait avant, parce que je l'ai fait quand même en 2012, hein, donc j'avais un peu d'avance. Mon idée, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier à des jeunes chefs qui me paraissaient talentueux dans mon équipe, pour qu'ils puissent faire leurs armes assez rapidement et potentiellement pouvoir après s'installer. Parce que, bon, je pense que il y a quelques années, il y a 40 et quelques années maintenant, si on m'avait donné un petit coup de main quand je me suis installé, c'était... D'ailleurs, j'ai créé une boîte qui s'appelle la CIA, je ne sais pas si on t'en a parlé. D'accord. Chef Intelligence Agency. Et donc notre métier dans cette entreprise, c'est d'aider les jeunes qui veulent s'installer. Ok. Donc on a structure, nos avocats, nos comptables, enfin on met tout le monde dans nos architectes. Et donc on leur livre le restaurant clé en main. Génial. Et donc eux, ils n'ont que leur univers gastronomique à s'occuper. Tout ce que tu n'as pas eu il y a une quarantaine d'années, c'est ça? Voilà. Et j'ai eu l'idée quand un de mes fils a ouvert son restaurant, et quand il a ouvert, il avait perdu 8 kilos. Il ressemblait plus à rien. Donc je dis, là, il y a un truc à faire pour aider les jeunes à s'installer. Bien sûr, il ne voulait pas que je l'aide, donc... Voilà, mais ça sert aux autres. Donc effectivement, on a beaucoup de jeunes de l'Institut Life qui nous sollicitent pour les aider, parce que pendant leurs études supérieures à l'Institut Life, ils ont souvent un projet de restauration, donc ils ont assez rapidement envie d'entreprendre, et donc du coup on est là pour les aider. On fait une dizaine de projets par an, c'est plutôt sympa. C'est génial. On a un point commun avec Number où on a pour volonté de démocratiser, de libérer l'entrepreneuriat. Bien. Et en fait, toi, sur ta structure, ouais, tu livres le restaurant clé en main quasiment aux futurs chefs, en fait. Mais ça me paraît extrêmement important, parce que... Ça peut leur faire gagner plusieurs années, en fait, et éviter de se planter aussi. Et puis alors, on va un peu plus loin, puisqu'on reste parrain bancaire pendant 3 ans. D'accord. De façon à conserver quand même, parce que grâce à nous, ils arrivent à avoir des prêts plus facilement, mais on garde quand même un œil attentif, parce qu'on a vu par le passé quand même des jeunes qui s'installaient et qui confondaient un petit peu recettes et bénéfices, et qui menaient grand train assez rapidement et qui se plantaient derrière. Donc, on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas aux jeunes qu'on accompagne. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'organismes, le réseau Initiative, les boutiques de gestion, justement, qui essayent vraiment d'aider dans le temps l'entrepreneur. Parce que comme tu dis, encore là, on est sur une activité où tu as énormément de charges fixes, etc. Donc tu te rends quand même compte qu'il faut payer les factures des fournisseurs à la fin du mois, etc. Mais dans les professions intellectuelles, je pense notamment aux avocats, les honoraires, ça rentre, c'est dépensé. Alors qu'il y a toute la partie charge sociale, il y a toute la partie investissement. Aujourd'hui, tout ce que tu as réalisé, c'est parce que tu as su investir au fur et à mesure du temps. Et comme tu dis, il faut quand même un petit peu pouvoir s'autofinancer, quoi. C'est un... Moi, je dis toujours qu'il faut gérer ça en bon sens paysan. Et je crois qu'effectivement, mes origines paysannes font que on dépense pas ce qu'on n'a pas. Oui. Et puis bon, quand on entreprend, il faut être opiniâtre, il faut avoir un petit peu le courage de mettre sa vie entre parenthèses pour vraiment se consacrer à l'entreprise, parce que l'entreprise est exigeante. Il faut lui donner beaucoup si on veut un jour qu'elle donne beaucoup.
Ça sera peut-être le mot de la C'est fin. très très beau, ouais, exactement ce que je vais te dire. Merci pour ce Avec temps. plaisir. Je crois que tu as un service qui Oui, il faut que j'aille t'attend. bosser quand même. Merci à toi.